Eh bien, bonjour à tous. Donc, bienvenue sur cette session sur la mobilité servicielle. Donc, je me présente Laurent Chevreau, je travaille au CEREMA à Lyon. Et aujourd'hui, on accueille un beau petit panel pour vous parler de ce sujet. Donc, pour commencer, je vais laisser la parole à Didier Raymond et Lilian Martinez de l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon, qui vont nous faire une petite introduction. Merci. Donc effectivement, l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon a constitué, animé le réseau Carnot des mobilités, donc qui rassemble plusieurs instituts Carnot sur ces enjeux autour de la mobilité. Deux mots simplement pour vous donner des informations sur les thèmes et justement les enjeux qui ont été retenus sur cette mobilité. Tout cela a été construit sur la base d'un historique, bien évidemment, et sur des volontés de mettre en avant un certain nombre de compétences et de domaines qui sont des sujets principaux d'activité sur les différents instituts Carnot. À titre d'exemple, mais je ne voudrais pas trop focaliser, nous avons développé une plateforme, et je pense que les autres instituts Carnot ont tout à fait la même chose, autour de la chaîne de traction électrique, et on sent la nécessité de rattacher ces plateformes très technologiques à des enjeux et des outils qui permettent de mieux qualifier les usages de ces objets technologiques. Voilà, j'en resterai là-dessus en termes d'introduction, et je laisse Lilian présenter la suite de ce réseau des instituts Carnot. Merci Didier. Donc, comme vous le voyez à l'écran, en fait, ce qu'on a cherché à faire dans ce réseau-là, c'est déjà identifier les enjeux autour de la mobilité. Vous les avez, la décarbonation, les outils numériques. Aujourd'hui, on va surtout parler des plateformes masse, mais on a regardé entre Carnot nos points forts. On a un certain historique à ce sujet-là. On va traiter d'autres sujets ultérieurement. On va parler de la combustion, on parlera des carburants alternatifs, etc. L'idée, c'est pour les entreprises qui peuvent être intéressées, c'est de travailler avec vous, de collaborer sur finalement vos roadmaps R&D, nos roadmaps R&D, les croiser, évidemment en tenant compte des politiques locales de mobilité, parce que c'est un peu aussi ce qui drive. Donc voilà, j'ai envie de dire, on espère travailler avec les entreprises autour de nos plateformes qui sont déjà constituées, les plateformes en propre dans chaque Carnot, mais aussi les plateformes inter-Carnot qui peuvent être construites en interne parce qu'on a notre propre politique. Et l'idée, là, si on veut faire un appel aujourd'hui, ça serait je parle plus directement aux entreprises, c'est d'organiser des journées techniques avec vous sur des thématiques qui nous semblent importantes et qui correspondent à vos besoins. On va mettre autour de la table justement plusieurs Carnot, plusieurs instituts, ça peut être des laboratoires, des centres techniques, et en croisant ces fameux historiques de ce qu'on a déjà fait ensemble et vos besoins, on vous propose de ces journées techniques-là, en croisant finalement nos roadmaps. Voilà, donc j'en dirai pas plus. Vous voyez qu'on a constitué des groupes de travail. Aujourd'hui, on va être sur le GT4, c'est un groupe de travail où il y a plusieurs Carnot impliqués sur la multimodalité, mais vous verrez qu'il y en a d'autres. Et donc voilà, c'était juste pour vous donner un panel un petit peu de ce qu'on est en train de construire et qu'on a envie de construire avec les entreprises. Les salons aussi, c'est des choses qu'on cible pour vous présenter un peu ce qu'on fait. Voilà. Alors maintenant, je passe la parole rapidement à Laurent. Alors, avant de laisser la parole à nos deux experts, d'abord expliquer un peu qu'est-ce que le MaaS, la Mobility as a Service ou mobilité servicielle. Donc effectivement, là on est plus lié au GT multimodal, mais finalement pour définir le MaaS, on pourrait dire que c'est un outil numérique construit dans une approche multimodale, dans un objectif de servir des politiques publiques et donc de développement durable avec ses différentes composantes, notamment l'aspect environnemental et la décarbonation, et également le service aux usagers. Donc finalement, c'est très transversal le MaaS. Donc ensuite, ce concept qui allie du coup la multimodalité et le numérique va se décliner de façon très diverse
en alliant en général l'information multimodale, l'achat ou la réservation de services de mobilité, la possibilité d'accéder à ces services, le tout avec un compte unique. Voilà, dans un tableau très, très rapide, ce qu'on peut comprendre derrière le terme de mobilité servicielle. Et donc aujourd'hui, on accueille 2 experts pour nous parler un peu des enjeux qu'il y a derrière ce terme et ces plateformes. Donc on a Frédéric Laitier de Flowbird, donc Flowbird qui opère, qui construit des logiciels et qui opère des systèmes de stationnement, entre autres. Tu nous expliqueras. Et Gilles Corde de l'IFPEN, de l'Institut français pour les énergies nouvelles, bon, à peu près, tu détailleras. Donc voilà, aujourd'hui, l'état des lieux du MaaS en France, c'est qu'on a quelques projets qui sont déjà en service sur certaines villes, beaucoup de projets en cours de construction, avec des marchés qui sont déjà signés et des entreprises qui sont en train de les construire, à l'échelle urbaine ou à l'échelle régionale. Et puis on a encore des dizaines de marchés qui commencent à arriver. Les collectivités maintenant, même moyennes, commencent à s'y intéresser, à passer des marchés. Donc voilà, le sujet monte, mais on voit que même dans les systèmes déjà en place, on a du mal à convaincre les usagers de les utiliser. Et quand ils les utilisent, on a du mal à mesurer l'impact et à avoir un impact en termes de changement de comportement notamment. Voilà, on va s'intéresser à ça. Donc, je vous propose de prendre un peu les enjeux les uns après les autres. Donc, par rapport à cette difficulté d'intéresser les usagers, pour la première brique qui est dans les systèmes de mobilité as a service, c'est l'information voyageur, l'information multimodale. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce sujet ? Aujourd'hui, on a beaucoup de concurrence avec Google Maps, avec des éditeurs mondiaux qui proposent de l'information. Et donc voilà, pour intéresser l'usager, il faut une information qui soit fiable, performante. Voilà, comment vous voyez ça ? Comment l'information aujourd'hui doit s'améliorer pour intéresser les usagers ? Alors bonjour à tous, merci Laurent. Nous, chez Flowbird, on a déployé une plateforme MaaS sur le territoire monégasque. Et dans le cadre de ce déploiement, Monaco avait déjà un contrat avec un calculateur d'itinéraire qui s'appelle Citymapper, qui est bien utilisé aussi dans la région parisienne. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces calculateurs d'itinéraire, la plupart du temps, ils ont, entre guillemets, ils ont une grande qualité, c'est d'un point de vue expérience utilisateur, comme c'est généralement des gros groupes comme Google Maps, Apple, etc., en qualité d'expérience utilisateur, ils sont vraiment très bons. En revanche, on pourrait voir un petit défaut, c'est que les territoires peuvent difficilement interagir avec ces groupes pour leur demander de changer un itinéraire. C'est-à-dire que Google Maps ou Waze, par exemple, il y a des exemples qui sont très très connus en Allemagne, par exemple, où ça marche, ouais. Oh, pardon. Où le territoire a demandé à Waze d'arrêter de proposer son calculateur d'itinéraire, ou alors il fallait qu'il change la méthode de calcul. Parce que quand les gens demandaient d'aller d'un point A à un point B, ils pouvaient envoyer un camion passer devant une école, par exemple. Donc ça, c'est très compliqué pour les territoires. Donc il faut être vigilant à ça. Et je pense que la force des calculateurs d'itinéraire privés ou publics, mais il faut qu'ils soient en lien avec le territoire pour que les territoires puissent configurer les différents itinéraires qui sont en phase avec la politique de mobilité du territoire. Alors justement, à ce sujet-là, c'est intéressant. En France aussi, il y a des situations conflictuelles autour des itinéraires proposés par Waze. Mais depuis cet été, il y a des décrets en France qui oblige ces calculateurs à prendre en compte les politiques publiques des territoires, et notamment lorsque les territoires définissent des zones à ne pas utiliser pour des trafics de transit, si le temps de parcours n'est pas supérieur de 10%, alors il faut éviter ces itinéraires. Est-ce que, voilà, Gilles, concrètement, qu'est-ce que vous donneriez quelle est votre vision par rapport à ces
ces GAFAM et l'information qu'ils peuvent distribuer? Alors, pas directement en fait sur les GAFAM, mais sur le MAS et puis sur le MAS et puis par rapport à l'expérience utilisateur. Donc en fait, un MAS, c'est deux éléments. C'est d'abord du calcul d'itinéraire et du calcul d'itinéraire multimodal. Donc tu l'as bien dit, en fait, il est vraiment important de coller aux spécificités territoriales. Et ça, c'est pas forcément évident par rapport à un grand groupe. Et le deuxième volet pour accroître vraiment l'adoption du MAS et d'avoir du multimodal plutôt fluide et sans trop de contraintes, en fait, c'est d'intégrer l'expérience utilisateur. Et là, les territoires ont en face un problème assez important, c'est comment capter cette donnée utilisateur pour non pas la vendre ensuite ou utiliser à des fins marketing, comme peuvent faire les GAFAM, bien évidemment, mais en fait pour améliorer le service. Et donc, il y a un vrai volet sur le MAS, c'est comment est-ce qu'on boucle un peu cette boucle de rétroaction, c'est de pouvoir capter l'expérience utilisateur pour justement donner ensuite un parcours très très fluide. Et actuellement, on est dans des premières générations de MAS où on est déjà à améliorer, je vais utiliser un terme un peu scientifique, un peu dans du feed-forward, c'est-à-dire en fait, on est en train d'améliorer le calcul d'itinéraire, et c'est le prérequis. Après, la deuxième génération de MAS, pour que ce soit performant, c'est d'avoir du multimodal sans couture, et pour ça, il faut intégrer ensuite l'expérience utilisateur, d'où aussi le souci de collecte de données et de traitement de données, tout en respectant les RGPD, pour avoir des expériences d'utilisation fluide. Ouais, alors, quand vous dites le multimodal sans couture, moi je le comprends comme des trajets intermodaux avec intermodalité où pour un même trajet, on va combiner plusieurs services de mobilité l'un après l'autre. Ouais, et là-dessus, la plupart des calculateurs, même les Google et autres, ont beaucoup de progrès à faire. Souvent, ils nous proposent de choisir entre plusieurs modes. Très bien. Alors voilà, on a parlé de l'information multimodale, mais souvent sur ces systèmes-là, comme Google, Citymapper ou autres, on nous propose que de l'information, et si on veut utiliser un service, ensuite, au mieux, on est réaiguillé directement sur l'application du service. Comment, pour vous, le MAS, concrètement, peut aider à avoir cet accès facilité avec un compte peut-être un accès unique à ces services? Frédéric? Alors, effectivement, on revient sur le parcours utilisateur également. Si on met une plateforme, ça doit être simple pour l'utilisateur. Donc, si à chaque fois que je veux utiliser un service de mobilité, je suis obligé soit de réutiliser une application différente, soit de recréer un compte en remettant mes informations personnelles, mon âge, etc., pour avoir accès à une offre de mobilité particulière ou à une offre tarifaire pas particulière, ça devient vraiment compliqué pour l'utilisateur, et en fait, il n'a pas envie de faire ces 15 actions qui sont presque inutiles. Donc, il est important, en tout cas nous, le parti pris qu'on a pris chez Flowbird, c'est de dire que ces informations personnelles, elles doivent être portées par un tiers de confiance, type France Connect, type une identité numérique locale d'un territoire, et c'est cette entité-là qui doit fournir ces informations personnelles à la plateforme MAS. Ça a deux points positifs. La première, c'est que la plateforme MAS ne gère plus de données personnelles, donc ça donne confiance à l'utilisateur d'utiliser une plateforme, puisque ces données personnelles, de base, elles ne sont pas injectées dans la plateforme. Il utilise un tiers de confiance, France Connect, une identité numérique locale, pour récupérer ces informations. Et le deuxième point, c'est que ça facilite aussi le déploiement d'une solution, parce que quelque part, c'est très technique aussi, on parle de logiciel derrière, d'architecture, et c'est une brique qui existe déjà, qui est mise en place par les collectivités, donc ça met en valeur ce que met en place la collectivité. Et donc en fait, c'est vraiment quelque chose de gagnant-gagnant, aussi bien pour les industriels, pour les usagers ou la collectivité. Et ces systèmes d'authentification locale, comme Navigo Connect, par exemple, le projet sur Paris, après, ils peuvent être mis à disposition d'acteurs privés aussi? Oui, tout à fait, oui. Typiquement, avec le compte, avec Mob, le compte qui est mis en place par la Fabrique des mobilités, ça permet de faire un lien entre un compte MAS et des aides publiques ou privées. Donc en fait, j'ai presque envie de dire que la boucle est bouclée, parce que
on a une identité numérique qui donne accès à d'autres services qui sont en lien avec la mobilité. Et ça, au final, ce n'est pas forcément à la plateforme MaaS de porter ça. La plateforme MaaS, son rôle, c'est de mettre en relation les différents services qu'elle doit restituer à l'usager. Mais ce n'est pas à elle de prendre ou de faire l'ensemble des services. C'est un facilitateur d'accès. Oui, et c'est clair que le compte mobilité, en fait, la France ou l'Europe utilisent ses propres armes un peu par rapport à des plateformes hégémoniques qui ont tout un parcours utilisateur. Mon compte mobilité est une bonne alternative, avec les éléments que tu as décrits, et aussi par rapport à l'usager, ça remet l'usager vraiment au centre au centre du jeu et de maîtriser sa donnée, c'est-à-dire que la donnée qui est générée aussi, on est en train de penser avec la fabrique de la mobilité, par exemple, quand c'est une mobilité en voiture, d'avoir des indicateurs d'éco-conduite ou de comportement qui ensuite pourraient être transférés à l'assurance. Mais dans ce cadre-là, c'est vraiment l'usager qui choisit. Donc, en fait, c'est lui qui est le déclencheur de chacune de ces actions et de ces transactions, en fait, donc qui peuvent être soit aussi des transactions de se dire, en fait, sur ma mobilité, il y a beaucoup d'enquêtes ménage déplacement, des enquêtes mobilité, etc. Ça pourrait être vraiment un connecteur où l'usager, avec de la donnée anonymisée, choisit de la transférer aussi à des organismes de recherche, des territoires qui vont réguler la mobilité. Donc c'est vraiment de mettre l'usager au cœur de sa gestion de données, bien évidemment, tout en simplifiant ce process qui peut être assez lourd. Alors justement, vous parlez d'éco-conduite. Un des objectifs des collectivités qui mettent en place une plateforme de masse, c'est d'essayer d'obtenir un report modal des changements de comportement. Et du coup, se pose la question, quelle place donner à la voiture et aux services liés à la voiture dans ces plateformes multimodales, sachant que les usagers sont eux aussi de plus en plus sensibles à l'impact de leur activité, à l'impact de leur déplacement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous faites, vous, à l'IFPEN, sur cette mesure des impacts CO2 des déplacements ? Ouais, donc là, c'est le moment pour le placement de produits, mais qui est gratuit. Nous avons développé GECOR, qui a pour but de se connecter bien sûr au compte mobilité, à d'autres applications en masse, etc. Mais c'était pour montrer le savoir-faire que donc c'est dans une démarche de citizen science. Comment une application peut capter sa mobilité, on a son coffre-fort de mobilité et va donner des indications, bien évidemment sur son empreinte polluante, donc pas simplement le CO2, mais vraiment l'empreinte polluante sur les émissions polluantes lorsqu'on utilise un véhicule motorisé. Donc c'est vraiment c'est caractéristique et c'est propre vraiment à votre véhicule. Et aussi de fournir des services, parce que la meilleure économie d'énergie, bien évidemment, c'est sur le report modal, et donc des services de mobilité au quotidien. Je peux citer par exemple le service entre les gouttes. Donc on a fait ça avec Météo France. Comment sur votre parcours de mobilité exposé, donc vélo, marche à pied, etc., vous pouvez vraiment soit décaler votre heure de départ, votre heure d'arrivée et pour passer entre les gouttes. Et souvent, sur le vélo, c'est le premier frein en fait de se dire non, je ne vais pas pouvoir prendre le vélo parce que c'est bien de mai à septembre, mais à partir d'octobre, c'est une catastrophe. Mais en fait, on a montré que juste en décalant de 5 à 10 minutes, on peut vraiment passer entre les gouttes plus de 300 jours par an. Très très facilement. Et après, on est même à 330 quand on peut décaler ou quand on a une latitude de 15 minutes. Donc c'est vraiment de pousser ces services de mobilité qui ensuite peuvent être intégrés à des applications liées au territoire. Frédéric, du coup, est-ce que, pour avoir un exemple un peu concret sur la plateforme MaaS que vous avez mis en place à Monaco, sur cette place de la voiture, quels services liés à la voiture sont présents sur votre plateforme et comment ils ont été choisis, peut-être par rapport aux objectifs de la collectivité ?
Oui, alors nous, avec Monaco, on a vraiment une relation de partenaire, j'ai envie de dire. Bien évidemment, on fournit un service, mais on a aussi une roadmap commune et une vision commune pour que, entre guillemets, les gens voyagent mieux. Donc, ça paraissait essentiel d'inclure dès le départ les services de parking. Donc, dans l'application MaaS, on est en capacité à payer son stationnement de voirie. Et ce qu'on a vu également, c'est que parce qu'on a d'autres services de mobilité sur la plateforme, ça donne une visibilité aux autosolistes qu'il y a d'autres moyens de se déplacer. Donc quelqu'un qui veut utiliser le service de parking, il va voir sur son application MaaS qu'il peut également utiliser du vélo, qu'il peut également utiliser du bus. Donc ça donne vraiment une visibilité sur l'offre complète. Et le deuxième point, c'est qu'on est capable de diriger les gens vers des endroits qui sont faits pour recevoir des voitures. Et moi, aller au centre-ville, aller les orienter vers un parking relais, etc. Donc en fait, l'objectif, il est d'inciter les usagers à se déplacer mieux par rapport à la politique du territoire. Et en embarquant d'entrée les personnes qui utilisent leur voiture, ça permet tout de suite d'embarquer le plus grand nombre de personnes. Alors c'est intéressant de voir qu'il y a du stationnement sur voirie présent sur une plateforme MaaS. Donc là, c'est l'exemple de Monaco. En France, on n'en trouve pas pour des problèmes de gouvernance, puisque la compétence stationnement voirie est souvent gérée par les villes, alors que le reste de la mobilité est géré par les intercommunalités, les agglos, malgré les recommandations nombreuses et variées. Donc voilà, on a vu que du coup, il y avait ces différents services de mobilité qui sont parfois nombreux sur une plateforme de MaaS. Voilà, on retrouve souvent du transport public, des vélos en libre-service, du parking en ouvrage. Sur l'exemple de Saint-Étienne, on retrouve aussi des taxis, du covoiturage, on a souvent de l'autopartage. Voilà, donc ça fait une palette assez large. Et du coup, on peut se dire que sur ces outils MaaS, concrètement, les utilisateurs vont générer des données sur leurs usages, sur leur mobilité. Et donc, les deux grandes questions, c'est un peu comment utiliser ces données pour les collectivités, pour mieux définir leurs services, mieux connaître les attentes, les besoins de déplacement. Et le deuxième enjeu, c'est qu'en respectant bien sûr la donnée personnelle, parce que la donnée à la base, elle est générée, elle appartient aux usagers. Donc comment vous gérez ça du côté de Flowbird ? Alors, on revient un petit peu sur le premier sujet du compte du compte unique et de la gestion des données personnelles. Nous, notre plateforme, elle est de fait privacy by design, puisque on ne traite aucune donnée personnelle sur la plateforme, puisqu'on s'appuie sur des tiers de confiance qui nous fournissent ces données personnelles. Donc ce qui nous permet de traiter la donnée en toute légalité et facilement. Donc ça, c'est très pratique et ça nous permet d'avoir une visibilité sur les usages. Ce qui est important après sur la donnée, comme tu l'as dit, elle appartient aux utilisateurs, mais elle appartient aussi aux villes. Donc des fois, il y a des choses qui sont quand même complexes. Même si nous, on souhaiterait restituer les données pour faire des analyses diverses et variées, et pas pour les donner aux GAFAM, encore une fois, hein, c'est pas l'objectif, ça peut être compliqué. Donc on travaille également avec Laurent pour que dans notre offre, par défaut, on puisse restituer ces données, que ça soit contractualisé dans notre offre, qu'on puisse restituer ces données à des organismes de confiance également, tels que le CEREMA ou d'autres, ça peut être avec les instituts Carnot s'il y a besoin. Mais voilà, donc ça c'est vraiment important pour nous de pouvoir redonner la donnée pour qu'on puisse faire des analyses et qu'on puisse adapter la politique de mobilité du territoire. Et la plateforme MaaS justement permet de changer la politique. Alors justement à ce sujet, Gilles, vous êtes impliqué concrètement dans un projet qui vraiment récupère ces données d'usage, de mobilité et qui va proposer des analyses derrière. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, en fait,
Le deuxième volet, bien évidemment, les données masse, c'est pour augmenter l'expérience utilisateur et que l'utilisateur directement il trouve un gain et un profit dans sa mobilité au quotidien. C'est aussi, alors quand on parle de données personnelles, en fait, le territoire, qu'est-ce qui va l'intéresser en tant que tel? C'est des données de fréquentation, c'est des données d'empreintes d'émissions polluantes sur des routes, d'usage sur des pistes cyclables. En fait, c'est des données qui, par essence, sont assez facilement anonymisées. Donc en fait, on va projeter des données sur un territoire. Donc notre référentiel ne devient plus l'individu en tant que tel, mais devient une portion géographique, devient une portion de route, etc. Donc en tant qu'Institut Carnot, nous avons développé toute une partie cloud et toute une partie d'outils de services, justement pour générer cette information-là de projection géographique et pour la restituer ensuite aux villes. Donc ça va on en parle quand même actuellement assez fortement et c'est le début, d'une évolution, mais qui est très complexe, et sur les ZFE, sur les zones faibles émissions, les plans cyclables, comment est-ce qu'on met en place en fait un plan de cyclabilité sur une ville. Donc tout ça, il y a forcément besoin de données et d'outils de prise de décision, d'objectiver ces décisions-là pour ensuite avoir un MaaS qui est de plus en plus efficient. Donc cette boucle aussi, elle est nécessaire vers les territoires. Elle demande un certain nombre d'outils informatiques, ensuite en lien avec de l'analyse de mobilité. Mais c'est vrai qu'actuellement en France et un peu en Europe, sur ce volet-là, il y a un peu tout à construire. Et c'est ce type d'outil sur lequel vous travaillez avec le territoire Paris-Ouest La Défense, c'est ça? Oui, voilà, c'est donc avec Paris-Ouest La Défense, dans le projet TIGA, un PIA 3, et avec une suite, la PIA 4, où on fait tout ce qui est plan cyclable sur le Paris-Ouest La Défense, et on fait un observatoire de mobilité, mais souvent même l'observatoire de mobilité, son terme est un peu, non pas galvaudé, mais un observatoire, c'est bien, ça observe. Le but, c'est plutôt de prédire. C'est de se dire, tout compte fait, ma mesure, quel va être son impact? Et donc là, il y avait vraiment besoin, on est en train de construire un peu ce type d'outils à plusieurs, avec le CEREMA aussi, avec l'université Gustave Eiffel. C'est vraiment pour objectiver et donner des outils de prise de décision au territoire, qui souvent sur la partie digitale est un peu désœuvrée, pour permettre en fait d'objectiver des décisions. Merci. Donc on a vu qu'on a brossé un petit peu le tableau sur la mobilité servicielle avec des exemples de plusieurs projets, avec les enjeux auxquels ils sont confrontés. Et on voit bien qu'il y a des gros objectifs et des gros besoins d'innovation, d'évolution des systèmes en place, et du coup de recherche aussi de R&D. Donc il y a quelques années, il y avait un programme notamment de recherche sur l'information voyageur qui s'appelle M2I, avec plusieurs acteurs, dont Cityway, qui a permis de tester et d'innover sur plusieurs volets de l'information voyageur qui ensuite visent à être déployés. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces perspectives de déploiement de ces actions de recherche et de cette R&D vers les entreprises, vers les projets opérationnels? Frédéric? Nous, on travaille en partenariat avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et également du CNRS pour mettre en place un indicateur qui permettra de qualifier le déplacement de chacun. Actuellement, les déplacements sont plutôt qualifiés uniquement sur le domaine de l'environnement. On sait combien qu'on émet de CO2 ou combien on réduit l'émission de CO2. Nous, notre volonté, elle est d'aller encore un cran plus loin et d'inclure d'autres domaines dans cet indicateur, à savoir l'impact économique, évidemment l'impact environnemental, je viens d'en parler, mais également l'impact social. Donc là, on va s'appuyer sur des travaux institutionnels, académiques, avec des chercheurs dans différents domaines, que ça soit des géographes, des économistes,
des sociologues. Et l'objectif, c'est de restituer, si je fais une petite analogie avec le Nutri-Score, ça serait en gros d'avoir un Mobiscore qui permet d'informer dans un premier temps l'usager que s'il va utiliser le bus ou la voiture, voici l'impact, et encore une fois, pas uniquement sur l'environnement. Ou de pouvoir inciter l'usager parce que à la fin de la semaine ou du mois, il a eu une moyenne de score où il a fait des efforts pour changer son comportement. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est dans une plateforme MaaS, actuellement, on voit uniquement des services de mobilité. Et nous, justement, pour avoir une expérience de bout en bout, et sans couture, on se déplace pour faire quelque chose. On ne se déplace pas pour juste se déplacer. Vous êtes déplacé pour venir ici, vous allez au restaurant, vous allez peut-être à un événement, à un spectacle, à un concert, à un musée, à un match de foot. Au cinéma. Au cinéma. Donc ce qu'on a fait à Monaco, c'est que là, on a inclus les services événementiels. On les inclut petit à petit, mais on a inclus ces services-là. Actuellement, on a le cinéma, le musée océanographique, les bus touristiques. Donc, on a inclus les services de mobilité, on a inclus les services événementiels, d'activité. Et l'objectif, c'est que l'année prochaine, on fasse des offres combinées. C'est-à-dire, je peux acheter mon ticket de cinéma et mon ticket de bus. Et parce que j'achète mon ticket de cinéma et mon ticket de bus, je vais pouvoir avoir une incitation. Elle peut être pédagogique, elle peut être tarifaire. Je peux avoir un billet coupe-fil quand je vais au musée. Je peux peut-être avoir accès au Wi-Fi gratuitement, etc. Et ça, en fonction de chaque territoire pourra... Peut-être que pour aller au musée, c'est peut-être mieux d'y aller en bus. Peut-être que pour aller au cinéma, c'est peut-être mieux d'y aller en vélo, parce qu'il n'y a peut-être pas d'arrêt de bus tout près, etc. Donc, voilà. Encore une fois, ce qui est important, c'est de pouvoir qualifier, ou en tout cas, chaque territoire a ses spécificités. Donc ça, c'est vraiment important à le prendre en compte. Et d'inciter et d'avoir une plateforme qui permet à un territoire de mettre en place sa politique de mobilité. Gilles ? Oui, en termes de R&D, c'est un tout petit peu ce que je vous avais dit juste avant, c'est le fait de se dire comment de la donnée voyageur, comment de la donnée individuelle, en fait, peut être retranscrit et peut être utile sur un territoire. Donc en fait, avec une projection géographique, donc là, il y a tout un ensemble d'outils. Déjà, la donnée, elle est hétérogène dans sa captation, donc c'est du multisource. Donc donc on a développé à l'IFPEN un SDK de mobilité, on sait gérer de la donnée un peu multisource et donc on fournit un peu cet ensemble de services avec un cloud mobilité dédié, donc des services pour du B2B, pour des territoires, pour des plateformes MaaS, pour vraiment ensuite fournir des indicateurs de prise de décision pour les territoires. Et donc là, c'est un chantier assez important où il y a beaucoup d'axes de recherche. Ça va jusqu'à aller jusqu'à la modélisation de la mobilité, c'est-à-dire en fait comment, si je mets une piste cyclable ou une station de métro, enfin de bus, une nouvelle ligne de bus, quel va être l'impact? Et là, on voit qu'on peut, même avec la donnée existante, ça ne va pas nous donner quel va être l'impact. Donc il y a tout ce qui est volet de modélisation. Donc actuellement, la modélisation de la mobilité, elle était plutôt vraiment dans un volet très très scientifique, utilisé par peu de personnes. On est en train de voir comment ces outils de modélisation en fait puissent être ensuite utilisés vers les territoires. Très bien, merci. Donc on voit qu'il y a vraiment ce besoin et ces pratiques de plus en plus répandues de transfert de compétences, de transfert de ces activités de recherche vers des projets plus opérationnels. Et de façon plus générale, on voit que sur le sujet du MaaS, qui est assez complexe, transversal, voire technique, il y a beaucoup d'acteurs qui ont ce besoin de connaissances, d'acquérir des connaissances, ne serait-ce que les collectivités, pour qui ça peut être des projets très complexes. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place avec plusieurs partenaires nationaux un observatoire du MaaS, que vous pouvez retrouver sur Internet, donc qui référence et décrit des systèmes multimodaux et qui fait aussi un centre de ressources sur le sujet du MaaS. Et voilà, j'en profite pour vous inviter le 8 novembre, on a les rencontres nationales de cet observatoire avec la restitution des travaux en cours en 2022.
Voilà, c'est à la Défense et en visio. Voilà, et puis du coup, il nous reste quelques minutes. On a encore une question subsidiaire si jamais vous n'avez pas de questions. Mais vous avez peut-être des questions, donc on vous laisse la parole. Si vous avez des questions, on peut passer le micro. Merci beaucoup, Frédéric Bourquin, Gustave Eiffel. J'ai trouvé la session vraiment très intéressante. Est-ce que le MaaS pourrait à terme inclure des services de non-mobilité? Enfin, je m'explique, par exemple, l'accès à des tiers-lieux, tout ce qui permet d'éviter de se déplacer. Je ne parle pas du e-commerce, hein, mais des choses qui permettent de changer un peu la donne. Et puis éventuellement, alors on parle beaucoup de limitation en vue évidemment des 2 tonnes. Certains parlent de quotas de mobilité ou d'incitations diverses. Est-ce que les plateformes MaaS pourraient à terme gérer, enfin être, comment dirais-je, le paradigme pour gérer ces questions? Alors oui, tout à fait. Alors c'est ce que j'ai évoqué un petit peu avant, mais effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que encore une fois, les gens se déplacent pour refaire quelque chose. Donc c'est vraiment important de rendre ce service jusqu'au bout. Si on ne le rend pas jusqu'au bout, c'est presque pas un service qu'on rend. Donc c'est important d'inclure ça. Donc oui, pour moi, une plateforme MaaS doit offrir d'autres services que des services de mobilité. Et sur l'incitation, la plateforme MaaS, comme elle est finalement au centre de toutes les mobilités, elle a vocation à porter cette incitation. Donc après, il y a plusieurs leviers. Ça peut être de la gamification, de la ludification, ça peut être de l'information, elle peut être tarifaire, elle peut être pédagogique. Mais en tout cas, oui, enfin, pour moi, ça fait sens que cette plateforme porte ça. Oui, donc ce qui est clair, c'est qu'on entend parler maintenant du passeport carbone. Hein, enfin voilà, donc ça va venir sous quelle forme? Ça peut être pas forcément sous la forme de comme une vignette critère, un peu de sanctions, etc. Donc il y a une vraie réflexion sur ces éléments-là. Et aussi ce que vous dites sur les tiers-lieux. Donc nous, on a commencé aussi, par exemple, à étudier l'impact du télétravail ou du coworking, etc. Donc bien évidemment, c'est en train de chambouler. Ça chamboule les schémas même de mobilité sur un territoire. Et qu'actuellement, on est relativement encore peu outillés. Les territoires sont quasiment, même complètement démunis par rapport à ça. Donc il y a vraiment beaucoup de travail. Ouais. Voilà. Juste si je peux rajouter quelque chose, l'avantage également d'une plateforme MaaS, c'est qu'elle est en temps réel. Donc on peut adapter l'offre parce qu'il y a un événement, parce qu'il y a un pic de pollution. Je peux dire instantanément que dans le bus c'est gratuit. Ou s'il y a un événement où il y a une station de métro qui est en défaut, je peux peut-être instantanément dire que vous avez le droit de faire du report modal sur du vélo et que les vélos ils sont peut-être gratuits ou à 50% ou voilà. Mais en tout cas voilà, ça aussi ça permet d'avoir une interaction et un temps réel qui est vraiment important par rapport à en tout cas il va y avoir une offre qui va être complètement contextualisée. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Oui, allez-y. J'avais une question très courte. Je m'occupe avec le maire de Chambourcy et les élus d'un projet de décarbonation en 2038. On est en train de faire le bilan carbone, on a lancé beaucoup d'actions comme le relamping, mobilité verte, etc. Donc je serais très intéressé, M. Gillecorde, sur vos données d'émissions sur un territoire. Est-ce que c'est envisageable d'avoir les données d'émissions, par exemple, sur la commune de Chambourcy, où il y a la CD 113, on a énormément de voitures qui passent. Ça nous intéresserait dans notre vision globale du territoire. Oui. Alors, donc ça, c'est un autre sujet, mais on travaille à partir des données de captation MaaS et autres, du floating car data, etc., d'avoir des émissions et ensuite la qualité de l'air en temps réel. Donc, si vous voulez, on peut échanger un peu plus longuement avec sur plaisir. ce sujet. Merci. Eh bien, merci beaucoup. On arrive au terme du temps imparti. Je laisse... Ah bah très bien. Je croyais qu'il voulait conclure. Moi, j'avais une question sur tout ce que vous nous avez présenté est très contraint par les véhicules aujourd'hui et leur architecture. Je voulais savoir si vous aviez, si le MaaS pouvait être un service qui permettrait de mieux
configurer les architectures véhicules nécessaires pour améliorer justement le report modal ou des choses comme ça. L'architecture de véhicule, je parle bien architecture véhicule. Pas rester sur du vélo ou de la voiture, mais avoir des choses qui sont encore plus intermédiaires, je dirais, entre les différentes offres de mobilité. Je sais pas si j'ai bien compris la question en fait. Moi, je pense, mais je pense avoir rien. En fait, c'est le vrai paradigme actuel. Enfin, mais là, on va peut-être déborder un peu. Mais sur les véhicules, justement, les véhicules motorisés, ils étaient multi-usages. C'était le même véhicule pour aller en vacances ou pour aller au travail ou pour aller faire ses courses. Qu'est-ce qu'apporte le MaaS ? C'est le véhicule serviciel. Et donc, bien sûr, ne plus forcément avoir la possession. Et donc, ça ouvre la porte à avoir des véhicules adaptés à des usages. Et donc, de ne pas même trimballer 60 kW de batterie qui n'ont aucun sens en tant que telles et qui alourdissent de 600 kg à peu près la voiture. Donc, c'est vraiment le vrai paradigme. Ensuite, c'est de passer... dans le MaaS, c'est vraiment d'aller vers du service et d'aller vers du service, du véhicule serviciel. Et donc là, ça ouvre la porte vraiment à des véhicules adaptés à l'usage. Et c'est la meilleure voie pour la décarbonation, de ne pas avoir un véhicule qui fait 1,8 tonnes pour aller chercher les enfants à l'école. Il y a déjà des choses qui existent comme ça. J'ai discuté avec un expert norvégien qui expliquait qu'il a déjà un contrat, une sorte de leasing où chaque mois, il a un abonnement mensuel et chaque mois il va choisir la voiture qu'il prend pour le mois. Donc en général il a sa Volkswagen, l'hiver pour 1 ou 2 mois il prend une 4x4 et l'été il prend une Tesla, il vient en France avec sa Tesla qui lui dit vous allez vous arrêter à telle station. Donc ça existe déjà dans le milieu automobile, voilà. Ça reste du SUV. Ah oui, mais il peut choisir d'autres véhicules. Voilà, je crois qu'on arrive vraiment au terme. Je ne sais pas si vous voulez conclure. Sinon, voilà, on remercie tous les intervenants. Merci à tout le monde. Et merci pour votre écoute et participation.